Bonjour à tous et à toutes, désolé pour ce problème technique. Pour terminer ma présidence, vous verrez dans mon discours tout à l'heure, on disait que j'avais vécu une année sans problème technique. Il en fallait un. C'est un peu présomptueux, je crois. Donc, je voulais d'abord également saluer les personnes qui sont connectées, soit par Zoom, soit par YouTube. Bonjour à tous et à toutes, désolé pour ce retard. Donc, c'est une séance très importante aujourd'hui. Pour deux raisons, parce que d'une part, on va introniser la nouvelle présidente, que je salue et que je félicite déjà. D'autre part, on accueille également les nouveaux membres, d'une part les nouveaux membres belges, correspondants, et les correspondants étrangers également. Et évidemment, nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir, d'autant plus que certains d'entre eux viennent du monde. Vous avez une image ici, nos amis canadiens qui sont ici présents. Vous voyez qu'on a fait la neige également en Belgique. Voilà, je cède la parole à Vanessa qui va vous donner quelques avis sur ici. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, professeur, docteur, mesdames, messieurs. Good morning also, everyone. I don't know if we have English-speaking people online at the moment. Pour nous permettre de mieux connaître la professeure Isabelle Salmon, ce n'est pas dans un seul, mais dans plusieurs lieux de tournage que la nouvelle présidente et ses équipes nous ont accueillis. Direction Bruxelles et le site du HUB, et puis la région de Charleroi. Bonjour, je m'appelle Isabelle Salmon, je vous invite à me suivre à la consultation de ponction. Vous vous souvenez, pendant la ponction, ne pas parler, ne pas avaler. Chaque semaine, depuis 30 ans, la clinicienne Isabelle Salmon se rend à sa consultation de ponction thyroïdienne. Pour elle, être anatomo-pathologiste, c'est aussi rencontrer les patients. Le contact avec les patients, pour moi, en tant que pathologiste, est une évidence. Parce que, à titre personnel, même c'est une évidence en tant qu'être humain, j'ai quand même choisi de faire la médecine pour soigner. Et je ne considère pas que le diagnostic est en parallèle du parcours de soins des patients. Et pour ne pas oublier que le tissu, la cellule est un patient, le fait d'être en contact avec ces patients me permet de ne pas oublier. Choisir est un verbe qu'elle n'aime pas trop conjuguer. Elle préfère associer. Et cela commence par les disciplines qui la passionnent dès la deuxième candidature en médecine. Voir ces cellules, la perfection d'une cellule, l'horlogerie suisse de tous les mécanismes cellulaires, j'étais fascinée, vraiment fascinée. Puis toutes ces cellules qui se mettent ensemble en unité fonctionnelle et qui forment un organe, c'était déjà génial. Quand on a rajouté sur ces modèles la maladie, et surtout le cancer, j'avais trouvé ma vocation. L'enfant va pas bien, c'est une tumeur bien délimitée, on s'attend à voir un Kia-BRAF ou un BRAF V600. Pour aller plus vite, pour répondre à juste la question est-ce qu'il y a une mutation BRAF, alors on peut lancer une cartouche. Au cours de sa carrière, Isabelle Salmon a développé 3 laboratoires. Le premier, celui de l'hôpital Erasme HUB. Ce laboratoire académique est à la pointe du développement. Il intègre une unité de pathologie moléculaire. L'intérêt d'avoir cette unité dans le même laboratoire, c'est que c'est une équipe dédiée, bien entendu, avec des docteurs en sciences, des pathologistes, des techniciens. Mais les pathologistes ont la connaissance de la morphologie et aussi la connaissance du gène, de la moléculaire. Sous l'impulsion des professeurs Michel Goldman et Robert Muller, fondateurs du CMMI, la chercheuse, avec la mathématicienne Christine de Castecker, crée le laboratoire DIAPAT. Un laboratoire où s'associent ingénieurs et médecins issus des mondes académiques et industriels.
Quelques années plus tard, Isabelle Salmon est amenée à construire avec le docteur Sandrine Rorive un laboratoire clinique atypique. Ensuite, les rencontres suivantes, c'était de se poser la question de savoir pourquoi cloisonner le monde académique et le monde des hôpitaux privés, surtout pour une plateforme de diagnostic. Plateforme de diagnostic qui devrait être accessible à tous les patients. Et c'est dans ce cheminement que, après de plusieurs rencontres avec les hôpitaux du Chirec et le CHU Tivoli, associé à l'Université libre de Bruxelles, qu'on s'est dit pourquoi ne pas monter une plateforme d'anatomie pathologique qui serait adossée sur l'hôpital académique et qui pourrait offrir aux patients du Chirec et de Tivoli un diagnostic de pointe. Dernier défi en date, la computational pathology. Avec ses collaborateurs, Isabelle Salmon valide des programmes d'intelligence artificielle d'aide au diagnostic des cancers de la prostate et du sein. Ce nouveau tournant dans l'anatomopathologie, elle y voit une aide qui permettra aux équipes de repousser les limites de leur expertise. Isabelle, maintenant, qui va faire sa présentation scientifique, je crois. Donc, Isabelle, je vous donne la parole. Merci pour ce film qui est quand même quelque peu émouvant. Donc, je vais essayer en quelques diapositives de vous résumer 30 ans de recherche au service de l'anatomie pathologique. J'ai choisi d'intituler mon exposé depuis l'autopsie jusqu'à la computational pathology. C'est un long chemin. L'autopsie est-elle toujours utile? C'est une question qui est récurrente. Pour les académiciens qui ont suivi durant la pandémie les sessions qui étaient dédiées aux autopsies que nous avons réalisées avec le professeur Étienne Marbet et aussi le professeur Delven de l'ULG, on s'est rendu compte que pour toutes ces maladies émergentes et pour bien d'autres raisons, les autopsies scientifiques sont encore toujours importantes. Je ne vais pas vous rappeler tout ce que l'on avait pu mettre en évidence sur base des autopsies réalisées grâce à nos collègues des soins intensifs, le professeur Jean-Louis Vincent et Fabio Taccone. Je vais simplement vous dire qu'on était très très étonnés lorsqu'on a pu autopsier, on a autopsié une quarantaine de patients, très très étonnés de voir que le SARS-CoV-2 n'était pas associé à une modification cellulaire. En tant que pathologiste, on avait l'habitude de voir l'herpès avec ses cellules multinucléées, le papillomavirus avec ses cellules éosinophiles et ses noyaux crunchy. On s'est dit, SARS-CoV-2, on va quand même voir quelque chose. On n'a rien vu du tout. Et donc, un des points intéressants durant cet exercice, ces études, c'était de développer tous les tests que vous voyez ici, tests qui... J'espère que vous voyez, on ne voit pas la flèche. Tous les tests que vous voyez... Tu peux mettre une flèche? Donc tous les tests que vous voyez en dessous de l'image qui représentent les résultats des autopsies, tests qui étaient à la fois des tests morphologiques et des tests plutôt moléculaires, sans contrôle morphologique. Sur cette diapositive ici, dont vous voyez en brun le SARS-CoV-2 qui est présent grâce à un anticorps dirigé contre la protéine Spike, présent au niveau des pneumocytes des poumons des patients décédés. Ces tests ont représenté pour nous quelque chose de très très important et je voudrais vous convaincre qu'à partir de ces petits blocs en paraffine qui constituent les trésors des archives des anatomopathologistes, on peut faire énormément de choses. Et le docteur Niki Dan de l'unité de pathologie moléculaire, que vous avez pu voir durant le film, a réussi à typer les différents variants de virus durant la première pandémie qui était à l'origine du décès de nos patients et à introduire ces typages donc, de génomes de virus au niveau des bases de données internationales, qui est donc les bases de données JZ qui permettaient de suivre l'évolution phénotypique du virus, génotypique pardon, du virus.
Nous avons également pu participer à des études à l'époque internationales, des méta-analyses sous les auspices de la Mayo Clinic, des études qui étaient focalisées sur l'aspect cardiaque. À l'époque, si vous vous souvenez, on se demandait si le virus avait un cardiotropisme. La réponse est oui. Beaucoup de patients présentaient lors de l'étude de toutes ces autopsies des lésions chroniques aiguës au niveau myocardique, mais de manière très étonnante, on n'a pas retrouvé de myocardite. Enfin, ces études nous ont permis également aussi d'étudier de manière globale à travers le monde, sous les auspices de Paul Hoffman, qui est un de nos membres de l'Académie, un collaborateur étranger, les altérations au niveau du poumon, et de confirmer effectivement ce que tout le monde sait maintenant, c'est que la maladie est également thromboembolique. Je terminerai par les études neurologiques qui ont pris beaucoup plus de temps, comme vous voyez, publiées en 2023 sur 17 cas d'autopsie, menés par Laetitia Lebrun, qui a pu démontrer, en collaboration avec le service de neuropathologie de UVA en Virginie, a pu démontrer que les lésions neurologiques étaient très inspécifiques. On a beaucoup parlé de leucoencéphalopathie. En fait, nous n'avions aucun cas de véritable leucoencéphalopathie ou d'encéphalite associée au SARS-CoV-2. Et de manière très étonnante, alors qu'une phobie apparaissait dans les journaux, dans la littérature grand public, par rapport au fait que le virus pourrait être neurotrope, nous n'avons pas pu mettre en évidence, à l'aide des techniques que nous possédions, comme vous voyez ici, donc l'anticorps anti-spike, nous avions aussi d'autres anticorps. On avait 8 anticorps développés pour reconnaître le virus. Vous le retrouvez dans les pneumocytes de ce patient. Et lorsqu'on regarde le parenchyme cérébral du même patient, on n'a pas pu mettre en évidence le virus. Donc nous n'avons pas pu prouver le côté neurotrope du virus. Par contre, un cas, qui est un cas qui avait eu une rupture de la barrière hématoméningée, s'est avéré contenir du virus au niveau des cellules endothéliales. Vous voyez ici les espaces de Virchow et les vaisseaux. Donc, je pense que j'ai pu vous prouver en quelques diapositives que les autopsies sont toujours importantes et c'est un sujet majeur qui reste d'actualité. Le pathologiste, dans son activité de recherche par rapport donc, au diagnostic, n'a qu'une seule envie, c'est d'améliorer son diagnostic. Pour améliorer son diagnostic de manière à prendre en charge au mieux le patient. Vous savez qu'on est à l'époque de la médecine de précision, c'est-à-dire qu'on doit trouver le traitement spécifique, et je parle du cancer, mais c'est vrai pour toutes les autres maladies, les greffes, les maladies chroniques, on doit trouver le traitement spécifique aux spécificités de la maladie du patient. Et pour ce faire, il faut des biomarqueurs. Les biomarqueurs peuvent être d'origine très différente, et l'explosion des technologies qui peuvent être applicables à ce petit bloc de paraffine que vous avez vu, nous oblige de manière assez intelligente à être toujours à l'écoute des nouvelles recherches qui peuvent venir souvent des biotech, avec des anticorps qu'on nous propose, des nouvelles techniques, mais aussi des laboratoires de recherche, comme nous avons pu le faire avec le laboratoire de Cédric Blampin, qui travaille sur la transformation épithélio-mésenchymateuse et qui nous propose des nouveaux biomarqueurs à tester. Les biomarqueurs, c'est une chose, les nouveaux biomarqueurs, c'est une chose, les techniques, c'est une chose. Mais il y a toujours des marqueurs classiques très importants, comme vous le verrez, et ces marqueurs, on nous demande souvent de les scorer. On doit les semi-quantifier. Je suis persuadée depuis toujours que l'œil humain n'est pas capable, le cerveau humain, l'œil humain n'est pas capable de quantifier de manière très précise certains points. Bien sûr, 10%, 90%, tout le monde est capable de le faire. Et quand vous voyez les scorings et les guidelines, quand on nous demande de définir si 1% ou non de la tumeur présente tel type de biomarqueur pour donner un traitement, là je pense que quasi tous les pathologistes ont tendance à dire que s'il y a un tout petit marquage, 1% est suffisant, et on se rend bien compte que c'est là que l'intelligence artificielle et la quantification va améliorer notre diagnostic. Je suis certaine qu'il faut évoluer de manière très rapide vers ce type d'outils. J'ai choisi 2 histoires à vous raconter pour vous montrer comment le pathologiste intègre tous ces biomarqueurs. L'histoire du nodule thyroïdien et du cancer thyroïdien, celui du système nerveux central. Le cancer thyroïdien, il y a énormément de nodules thyroïdiens dans la population. La majorité de ces nodules thyroïdiens sont bénins.
il y a peu de cancers, et les cancers sont en général indolents. Seuls 10% des cancers thyroïdiens sont réellement agressifs et peuvent être comparés au cancer du côlon, au cancer du poumon, cancer classiquement. À tel point qu'on se demande si les autres, on doit encore les appeler cancers. Il n'est donc pas légitime de réaliser des thyroïdectomies chez tous nos patients parce qu'ils ont des nodules thyroïdiens, en tous les cas pour une raison oncologique. Nous avons donc développé à l'hôpital Erasme, et vous l'avez vu sur le film, une clinique de ponction thyroïdienne qui consiste à aspirer quelques cellules au niveau de la thyroïde, à les étaler sur une lame et à poser un diagnostic. Première intégration des diagnostics, les radiologues et les pathologistes. En fonction de l'image échographique, on va établir un score. Le radiologue établit un score qui varie de 1 à 6. Le pathologiste, en fonction de l'image cytologique, ici vous voyez un cancer, va établir un score qui varie de 1 à 6. Ce score est décrit dans des guidelines. Ici vous avez des guidelines internationaux, américains, et qu'on appelle la classification de Bethesda. Alors cette classification est très simple, importante pour le clinicien, puisqu'à chaque classe, vous voyez qu'un risque de malignité est associé. S'il n'est pas compliqué de savoir comment on va traiter les patients de la classe 6, ils vont être opérés. Pas compliqué non plus de savoir comment on va traiter les patients de la classe 2, on va les suivre par échographie. Que faire des patients des classes intermédiaires, qui ont un risque intermédiaire de cancer? Sandrine Rohrive, en 2010, a déjà réalisé une sorte d'algorithme, comme on le voit maintenant, algorithmes qui sont épaulés par l'intelligence artificielle. Elle a simplement intégré les critères radiologiques, des critères simples comme la taille, des critères cliniques, l'âge, mais aussi des critères biologiques, pour réaliser un arbre de décision. Et vous voyez que grâce à l'intégration de ces critères, le risque de cancer pour chacune de ces catégories intermédiaires s'affine et est plus facile à utiliser pour le clinicien. Ensuite, c'est Marie Lemercier et Niki Dahl, qui ici vous voyez un des prototypes de départ, qui est donc un système qui permet de faire ce qu'on appelle le NGS, New Genome Sequencing. C'est un système qui permet d'analyser avec un seul échantillon énormément de mutations. Et vous voyez que ce système a été adapté non seulement à la cytologie, je reste toujours émerveillée par le fait qu'il suffit de prendre les noyaux qui sont sur cette lame, d'extraire l'ADN, de les analyser dans ce système, qui est un système très particulier qui fonctionne comme un pH-mètre, c'est déjà révolutionnaire aussi, et qui permet d'avoir toutes les mutations les plus connues dans le cancer. Vous avez compris que de manière évidente, ce système va nous permettre également d'affiner l'évaluation du risque de cancer, puisque certaines de ces mutations sont à 100% associées au cancer. Depuis lors, ce type d'analyse est rentré dans les guidelines. Le remboursement n'est pas rentré dans les guidelines, et on en discutait récemment encore cette semaine avec nos collègues français. En France, ils ne peuvent pas se permettre de le faire, en Belgique, oui. Et donc, ce type de prise en charge est rentré dans les guidelines et fait partie des éléments de prise en charge des patients porteurs de nodules thyroïdiens dans la majorité des pays du monde. L'autre histoire, c'est les tumeurs du système nerveux central. Les tumeurs du système nerveux central ont très longtemps été diagnostiquées sur base uniquement de la morphologie, aussi avec un grade. Ici, on est dans le cancer, puisqu'on a déjà fait le diagnostic de tumeur, rien à voir avec le screening du cancer, et on va grader les tumeurs de 1 à 4. Les tumeurs de grade 1 sont très indolentes. Si elles peuvent être resséquées, le patient est sauvé. Si elles sont dans une zone, une localisation qui est dangereuse pour le patient, bien entendu, on ne va pas la resséquer. À l'opposition, les tumeurs de grade 2, 3 et 4 sont des tumeurs qui sont infiltrantes. On a bien compris qu'une tumeur infiltrante, qui a une biologie infiltrante, va être une tumeur révolutive, et vous connaissez sûrement tous le glioblastome, qui est une tumeur très agressive, qui emporte encore malheureusement tous nos patients, et la majorité de nos patients, rapidement. Alors cette analyse, donc de grade 1, 2, 3, 4, elle est faite uniquement sur des critères morphologiques. Mais depuis les années 2005 et 2017, sont rentrées dans la classification moléculaire. C'est donc la mise en évidence d'altérations moléculaires qui vont affiner ce diagnostic. Et par exemple, dans la toute nouvelle classification, qui est vraiment une explosion d'intégration des anomalies moléculaires avec les anomalies morphologiques, on se rend compte que ces deux entités, que j'ai encore enseignées il n'y a pas si longtemps, n'existent plus.
et que seul le glioblastome est une tumeur très agressive de grade 4 qui sera diagnostiquée si vous avez ici une absence de mutation IDH1, qui est donc je vais dire, une marque de diagnostic moléculaire. Si vous avez une mutation IDH1 présente, alors vous serez dans ce type d'évolution, grade 2, 3 et 4. Très tôt, on s'est rendu compte, grâce à Jacques Brocchi, ici présent, que les tumeurs de la moelle, les tumeurs spinales, étaient très très différentes. Et Laetitia Lebrun s'est posé la question de savoir s'il était judicieux d'établir un diagnostic pour les tumeurs spinales en utilisant les critères des tumeurs de l'encéphale. Pourquoi s'est-elle posé cette question? Parce que vous avez vu que les tumeurs de grade 1 sont indolentes. Elles sont surtout indolentes parce qu'elles sont bien délimitées. Il y a un plan de clivage au niveau chirurgical. Alors que les tumeurs de grade 2, 3, 4 sont infiltrantes. Le chirurgien ne peut jamais, même si macroscopiquement il a l'impression de tout enlever, il ne peut jamais tout enlever. Et donc Laetitia Lebrun s'est demandé si c'était le cas également pour les tumeurs de la moelle. Et elle a pu remarquer que pour les tumeurs de bas grade, donc les tumeurs de grade 1 et 2 de la moelle, étaient très très différentes de celles de l'encéphale. Certaines tumeurs de grade 2 étaient bien délimitées, et d'autres tumeurs de grade 1 étaient infiltrantes. Donc ce concept d'infiltration, délimitation n'était pas valable, alors que la morphologie était la même que la morphologie observée au niveau de l'encéphale. Elle a pu prouver cela avec des courbes de survie. Vous voyez que le grade n'apporte aucune valeur pronostique. Les tumeurs de grade 2 ont exactement le même pronostic que les tumeurs de grade 1. Elle s'est posé la question de savoir pourquoi. Et elle a donc analysé différentes anomalies moléculaires sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer que les tumeurs de haut grade sont tout à fait comparables, les tumeurs de haut grade sont en rouge ici, c'est cette partie-ci, sont tout à fait comparables aux tumeurs de l'encéphale, et c'est très facile à comprendre, parce que la majorité des tumeurs de haut grade qui sont sur la ligne médiane sont associées à une anomalie moléculaire, qui est une anomalie K27M, qui leur confère un potentiel relativement agressif. Et donc il était légitime, puisque la moelle est sur la ligne médiane, que ces tumeurs se ressemblent. Par contre, lorsqu'on regarde les anomalies moléculaires qui sont les drivers de ces tumeurs de bas grade, on se rend compte que les choses sont très très différentes. Même s'il y a quelques tumeurs de grade 1, vous voyez ici, qui ont des gènes de fusion qui abrafent, comme au niveau de l'encéphale, la majorité des tumeurs de grade 2 n'ont absolument aucun driver mis en évidence par les techniques de LGS et d'autres techniques de fusion de gènes, les méthodes Archer, et les tumeurs de grade 1, pour 20% d'entre elles, n'ont pas de driver mis en évidence. Donc le fait que le background moléculaire soit différent pose la question de savoir si ces tumeurs sont vraiment des entités différentes. Elle a encore affiné son hypothèse, et je pense qu'actuellement tout le monde est d'accord pour dire que les tumeurs de bas grade de la moelle n'ont rien à voir avec les tumeurs de bas grade de l'encéphale, doivent être diagnostiquées différemment et traitées différemment. Elle a encore affiné cette hypothèse en utilisant des analyses de profil de méthylation. Elle a donc recherché la méthylation donc des tumeurs de bas grade et des tumeurs de haut grade de la moelle, et elle a pu, grâce au classifier d'Edelberg, qui est un outil incroyable, c'est un outil statistique où des milliers de tumeurs sont répertoriées, et vous pouvez, lorsque vous avez une tumeur qui est particulière, et que vous avez le profil de méthylation de cette tumeur, eh bien, le classifier d'Edelberg va vous donner des informations sur à quel cluster cette tumeur appartient. Et l'on voit que, de manière attendue, les tumeurs spinales de haut grade vont se reconnaître avec leurs homologues de l'encéphale, alors que les tumeurs de bas grade ne reconnaissent rien du tout et forment une entité à part entière. Nous pensons donc que ces tumeurs sont des tumeurs typiques de la moelle et doivent être encore mieux caractérisées. La question se pose depuis toujours, qu'est-ce qui prédomine? Est-ce que la morphologie et la moléculaire sont des amis ou des ennemis? Il n'y a pas question de parler d'amis ou d'ennemis. Ces deux types d'informations doivent être intégrés. Et la classification de l'OMS des cancers évolue de plus en plus vers l'intégration de ces marqueurs. De plus, la question aussi se pose, doit-on, lorsqu'on met en évidence une anomalie moléculaire, qu'on traite un patient, est-ce que cette anomalie moléculaire est prédominante pour le choix du traitement du patient par rapport à la morphologie?
de nouveau, il faut mettre les choses ensemble. Parce que les drivers de cancer, ils sont les mêmes, mais peuvent avoir un impact différent en fonction de la localisation, en fonction de l'organe. Si c'est une métastase, si c'est un cancer primitif, en fonction du type cellulaire de la tumeur et en fonction du stade de différenciation. Bien entendu, il y a des traitements agnostiques. Les anti-TRK, les inhibiteurs des TRK peuvent être donnés en fonction de la présence d'une fusion NTRK, même quel que soit le type de cancer, et la question reste ouverte. Si ce problème-là vous intéresse, moi je le trouve vraiment très très important, Paul Hoffman a réalisé une très belle intégration de tous ces marqueurs dans une revue où il reprend 10 ans d'intégration des biomarqueurs pour le cancer du poumon dans Virchow Archive. J'en arrive au point donc moléculaire, intégration moléculaire clinique, diagnostic morphologique. Comment améliorer notre diagnostic morphologique? Et j'ai ressorti ces transparents d'une thèse de 1996, c'était des transparents à l'époque, et vous voyez que déjà ces données un peu poussiéreuses comprenaient des quantifications d'un motage de chromatine sur base d'un système vraiment préhistorique, un système donc de quantification de motage chromatinien à l'aide de coloration de Feulgen. Et ce système a permis à plusieurs médecins de l'hôpital Erasme de réaliser des travaux intéressants et de réaliser une thèse. Et déjà à l'époque, on travaillait avec le laboratoire d'analyse d'image qui s'appelle maintenant LISA, qui s'appelait autrement avant, de la faculté de Polytech. Et ceci, c'est ChatGPT qui me l'a fait. C'est parce que bientôt, je suis certaine que le pathologiste utilisera l'intelligence artificielle pour quantifier ces paramètres. Bien entendu, grâce au LISA et aux ingénieurs, nous avons pu construire ce laboratoire Diapat dont vous avez vu quelques images, laboratoire qui associe l'engineering de haut niveau, puisqu'il y a énormément de thèses en faculté de Polytech qui sont réalisées dans ce laboratoire, mais aussi des thèses de médecins pathologistes. Quand est-ce que les choses ont évolué, qu'on est passé de ces comptages et de ces systèmes de caméras à ce qu'on connaît maintenant? C'est un véritable boom qui est passé un peu inaperçu en dehors du milieu, c'est ceci. Ceci est un scanner, un Wall Slide Image Scanner. C'est un scanner qui fonctionne comme vous quand vous allez voir Google Earth. C'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir vous balader sur l'écran de votre ordinateur comme si vous aviez un microscope, parce que ce scanner, non seulement screen toute la lame, mais utilise également le Z-Stack qui vous permet d'avoir un focus comme vous l'avez en utilisant un microscope. Une fois que vous avez des images numérisées de cette qualité-là, tout est possible. Et tout est possible, la quantification de marqueurs, si vous avez une quantification de marqueurs de prolifération, la topographie, ici vous voyez des hotspots où vous avez des cellules proliférantes dans un cancer, des cellules rouges, vous pouvez les associer, voir si elles sont associées à de la nécrose, vous pouvez utiliser des marqueurs conjoints, vous pouvez voir énormément de choses grâce à ces systèmes. Vous pouvez également, et il y a déjà des outils d'application clinique, évaluer la quantité de marquage d'un marqueur qui est un marqueur qui permet de donner une thérapie ciblée. Vous devez savoir que quand le marqueur est présent de manière évidente, comme c'est le cas pour les 3+, ici, cette patiente qui a un cancer du sein recevra de la Herceptine parce que le marquage est évident, mais il y a des cas intermédiaires, comme je vous l'ai expliqué pour les nodules thyroïdiens, et ces cas intermédiaires, les pathologistes ont bien besoin d'une aide au diagnostic, qui est donc l'intelligence artificielle et la quantification. Dans ce laboratoire Diapat, nous avons développé avec les ingénieurs des dizaines de logiciels différents. Aucun n'est appliqué en clinique. Pourquoi? Parce que la recherche, c'est une chose. L'outil d'intelligence artificielle appliqué à la recherche, j'ai envie de vous dire, c'est facile. L'application clinique est beaucoup plus compliquée, parce que vous devez rentrer dans un workflow, vous devez avoir des contrôles de qualité, et tout ça, avec aussi les CIVDR, donc les normes européennes, va être de plus en plus compliqué. Et donc, même si je pense que très très vite, nous arriverons à intégrer ce workflow complexe qui, vous voyez, in fine, est un workflow de chiffres et non plus d'images, je pense que ça mettra encore un petit peu de temps avant que toute la législation nous permette de le faire et les remboursements, bien entendu.
Je terminerai en vous disant que les outils existent, ils sont là, ils ont déjà servi à toute une série d'activités de recherche, et Cédric Blampin reconnaîtra certainement les colocalisations de marqueurs, que ces outils nous permettent d'aller très très vite pour nos diagnostics. Ici vous voyez des outils de deep learning qui nous permettent de reconnaître des glandes, mais reconnaître aussi au sein de ce ganglion des micrométastases que nous ne verrions pas si facilement à l'œil nu. Et ces outils vont vraiment nous aider à développer l'anatomie pathologique de demain. Il y a encore un long chemin, et j'avais choisi une maxime d'un de nos... je reviens plus sur son nom, de Woody Allen, et puis bon, compte tenu de sa personnalité, je l'ai retirée. J'ai préféré vous donner cette maxime, qui est donc une maxime de Stephen Hawking, le physicien, qui dit que la création d'une intelligence artificielle serait, disait-il, mais est l'événement peut-être le plus important de l'histoire de l'humanité. Il met déjà aussi les dangers de cette intelligence artificielle, mais en même temps, il dit qu'il faut s'adapter au changement. Donc je pense que toute la complexité est bien démontrée dans ces deux pensées de Stephen Hawking. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais je remercie surtout toute l'équipe, les différentes équipes, et toutes les structures publiques et privées qui nous ont supportés depuis tant d'années et nous ont accompagnés dans cette transformation. Merci. Merci Isabelle pour ce beau panorama de l'anatomie pathologique. Comme vous avez pu voir, il y a eu des évolutions incroyables et on a l'impression que ça s'accélère d'année en année. Donc, remarquable exposé qui nous ouvre quand même des perspectives intéressantes. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, tout au long de cette année académique qui s'annonce.